Voilà. De toutes les façons, ça fait partie des grandes préoccupations du chef de l'État de dynamiser l'économie de Bobo-Dioulasso en y investissant le maximum possible. Voilà. Alors, si vous en avez convenance. C'était globalement les deux questions spécifiquement posées à la Chambre de commerce. D'une façon générale, si vous estimez après, on pourra dire un mot, mais pour le moment, c'était ça. Merci, Excellence. Dans la même veine, je vais donner la parole au ministre des Transports pour qu'il nous parle de l'aéroport, puisqu'il y a eu une préoccupation qui a été exprimée avec force détail. Et il est important qu'il donne des informations sur la direction que le gouvernement est en train de suivre par rapport à cet aéroport de Bobo-Dioulasso. Je voudrais donc aller, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avoir l'opportunité de répondre à la question sur l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Je crois que c'est, quand j'étais assis, je me disais que c'est une très bonne question, parce que je pense que c'est une question qui préoccupe autant bien les Bobolais que le gouvernement. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde où l'aviation civile va jouer un grand rôle dans les échanges économiques. Parce que ce serait le moyen de transport le plus sécurisé, mais aussi à cause du développement technologique. Tout le monde, que ce soit le fret, que ce soit les personnes, on va de plus en plus voyager avec les avions. Donc nous ne pouvons pas, de notre point de vue, avoir une économie robuste, structurelle, si on n'a pas des aéroports internationaux. C'est pour ça qu'au niveau du gouvernement, ce que nous avons fait, c'est d'abord avoir une stratégie de développement de l'aviation civile dans notre pays. Et dans cette stratégie, l'OACI nous a demandé d'abord de reprendre le document de gouvernance sécuritaire et sûreté de l'aviation civile. C'est pour ça que nous avions modifié notre code de l'aviation civile à l'Assemblée nationale. Et je vais passer pour dire merci à l'Assemblée nationale pour nous avoir permis de pouvoir rapidement modifier ce code-là pour pouvoir être conforme aux autres pays dans le domaine de l'aviation civile. La stratégie nous dit aussi que nous devions tout faire pour moderniser et remettre à niveau les aéroports internationaux du Burkina Faso et les aéroports secondaires. Alors, on entend aéroports internationaux, c'est celui de Ouagadougou et celui de Bobo-Dioulasso. Nous n'en avons que deux. Les autres sont des aéroports qu'on appelle des aéroports secondaires ou régionaux. Et donc, sur ce point, vous le savez très bien que nous avions le projet de construction de l'aéroport de Donsin, qui va être le nouvel aéroport de Ouagadougou. Mais dans ce projet, l'Assemblée nationale nous dit qu'il faut absolument que nous puissions réhabiliter et codifier l'aéroport de Bobo-Dioulasso comme étant un aéroport international. Donc, c'est deux projets qui vont ensemble dans la vision du gouvernement. C'est parce que nous n'avons pas encore terminé avec l'aéroport de Ouagadougou qu'on n'entend pas parler globalement du projet de codification et de remise à niveau de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Donc c'est pour rassurer, Excellence, que dans la vision du gouvernement, nous avons deux aéroports internationaux qui doivent être réhabilités, reconstruits pour donc Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Le troisième point de cette stratégie, c'est que le gouvernement veut relancer Air Burkina. Le gouvernement a adopté un plan de relance donc, de Air Burkina. Et dans ce plan de relance Air Burkina, il y a d'abord le fait que le gouvernement a compris que notre position stratégique, c'est-à-dire géographique, là, est un potentiel. Ce n'est pas tous les pays qui ont le potentiel géographique que nous avions. Dans le domaine de l'aviation civile, ça nous permet d'avoir une compagnie beaucoup plus robuste. Parce que dans notre compagnie Air Burkina, à moins d'une heure et demie, 2 heures, vous pouvez faire donc le tour des capitales régionales de la sous-région. Donc c'est un potentiel. Et c'est pour ça que le gouvernement veut relancer vitalement Air Burkina. Et il y a deux sous-points pour cette relance-là. C'est d'abord réadapter la flotte. Et si vous le savez, nous avions à l'intérieur donc de la stratégie interne trouvé les moyens de pouvoir augmenter la flotte. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, en tout cas, d'avoir un service quotidien pour desservir donc Bobo-Dioulasso. Mais ce n'est pas ça en réalité le vrai plan. Le vrai plan veut dire que nous devions faire en sorte que nous puissions trouver un allié stratégique qui sait que notre position géographique est un potentiel, qui va venir avec le Burkina Faso pour que nous puissions nous associer pour faire de Air Burkina une compagnie vraiment sous-régionale. Et ce partenaire, nous l'avons trouvé, nous avions une vision avec lui,
Nous avons déjà identifié la nature des flottes que nous devons avoir. Il pense également que lui, il veut faire de Bobo un hub sous-régional parce que c'est la meilleure façon pour lui, faire de Bobo un hub sous-régional, c'est-à-dire que pour les vols sous-régionaux, on ne peut arriver à Ouagadougou qu'en passant par Bobo de l'Assaut. Ça, c'est le plan que nous nous sommes donné. Donc, c'est pour dire que désormais, ce n'est pas seulement en allant à Abidjan qu'on passe à Bobo. Mais si on veut aller à Dakar, on passera par Bobo. Si on veut aller au Togo, on passera par Bobo. Et c'est le plan que nous avions avec ce partenaire stratégique. Alors, s'il plaît à Dieu, normalement, nous devons signer avec l'accord de son excellence le Premier ministre, parce que le ministre des Finances a totalement vu l'ensemble des documents. Et nous allons signer cet accord-là qui va nous permettre d'avoir non seulement une meilleure flotte, avec donc des Airbus, mais aussi avec des embrayeurs, qui vont nous permettre de pouvoir non seulement, en tout cas, avoir la maîtrise des vols sous-régionaux, mais aussi une meilleure maîtrise des vols au niveau international. Voilà, excellent, globalement, en tout cas, le plan et la vision que le gouvernement a, d'abord en matière d'aviation civile, mais aussi en matière de construction et donc de rénovation des aéroports, et puis aussi en matière donc de compagnie nationale, qui est notre compagnie Air Burkina. Merci beaucoup, Excellence. J'avais une autre question qui a été posée de manière par les taximens. Je ne sais pas si je peux rapidement donner une réponse. Rapidement. Oui, c'est ça. Alors, pour les taxis, vous savez que c'est vraiment un vieux problème et qui est tel que nous devons l'attaquer de manière vraiment avec beaucoup de vision. Parce que vous savez, on ne peut pas développer un secteur si les acteurs même du secteur ne sont pas robustes, ne sont pas organisés et ne sont pas véritablement des opérateurs économiques. Nous avons des artisans comme des taximens. On a beau moderniser un secteur si les acteurs eux-mêmes ne sont pas des gens qui veulent rentrer comme des vrais opérateurs économiques, mais parce que l'économie là, ce n'est pas de l'artisanat. C'est-à-dire que c'est une question où on modernise, où il y a des plans d'économie avec des cahiers de charges, mais aussi avec des plans d'investissement. Alors, ce que nous allons faire au niveau du gouvernement, c'est que nous voulons faire en sorte que, au niveau des villes comme Ouaga et Bobo, nous puissions construire un vrai réseau pour le transport par le taxi. Parce que dans une ville, quand vous êtes un étranger, si vous êtes dans une ville, ce n'est pas le taxi d'abord qu'on voit la modernité de la ville, mais aussi le sérieux organisationnel de la ville. Si le taxi qui vient vous chercher et que vous regardez comme ça, et vous n'avez pas envie d'y être, vous dites aussi que même la ville, ça va être comme ça. Voilà, c'est ça qui fait que nous voulions vraiment attaquer le problème. Alors, avec la Banque mondiale, nous avons un projet qui s'appelle le PAMO7, et je pense que le syndicat, les deux syndicats, ils sont au courant de ce projet, que nous devions, avec la Banque mondiale, créer un fonds pour que ceux qui veulent venir prendre l'argent et être capables de rembourser, le gouvernement va autoriser qu'on prenne l'argent et que l'on puisse rembourser si on prend. Parce qu'on a une première opération, expérience, où les taximens sont venus, ont pris de l'argent et n'ont pas acheté des taxis. Mais ce n'est pas parce qu'on a déjà eu cette opération qu'il ne faut pas recommencer. Mais nous ne recommençons pas avec l'argent de l'État, mais c'est avec l'argent de la Banque mondiale. Donc ça veut dire que nous allons mettre l'argent dans une banque beaucoup plus autonome pour pouvoir contraindre les gens à faire du vrai commerce, du vrai transport. Alors le deuxième point, c'est que nous devions créer un cahier de charges beaucoup plus robuste avec les maires. Parce que ce sont les maires qui gèrent par le processus de décentralisation les taximens. C'est eux qui donnent les agréments. C'est à travers les budgets municipaux que l'on engage tout le processus pour donner à un taxi la possibilité de circuler dans une ville. Alors, ce qu'on appelle les têtes de taxi seront réhabilitées à travers le cahier de charges que le gouvernement va imposer à chaque ville, mais en particulier aux deux grandes villes, Ouaga et Bobo. Alors, si c'est une obligation de faire des têtes de taxi, nous pensons que les taximens auront normalement les infrastructures nécessaires pour aussi s'arrêter là-bas. Parce qu'on n'a pas demandé de s'arrêter n'importe où pour prendre les gens. Il faut prendre et s'arrêter au niveau des têtes de taxi pour que nous puissions vraiment moderniser ce secteur-là. Il y a des outils pour qu'on puisse appeler le taxi, que l'on puisse avoir même un téléphone pour appeler le taxi, qu'on puisse par Internet appeler le taxi. Tout cela, nous sommes en train de préparer et il y a des expériences, excellent Monsieur le Premier ministre, et nous sommes en train de travailler avec le maire de Ouagadougou en tout cas pour faire en sorte qu'à Ouagadougou, le processus puisse démarrer. Voilà ce que je voulais dire, Excellence, sur la question des taximens. Mais je suis d'accord avec eux, ils ont beaucoup attendu.
Mais le projet est très prêt et que la Banque mondiale va nous aider à engager ce processus d'ici là. Merci beaucoup. Merci. Bon. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Voilà. le foncier. Excellence, je m'excuse. Donc, je voudrais aborder peut-être deux sujets qui intéressent la présente rencontre. Il y a d'abord la question des zones industrielles. Le ministre du Commerce l'a dit, la projection, c'est de pouvoir faire une région, une industrie. Et effectivement, dans le cadre de la planification urbaine, nos 12 chefs-lieux de région en dehors de Ouagadougou ont été dotés d'outils de planification urbaine que sont les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. C'est quoi les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme qu'on appelle couramment les SDO? C'est des outils de planification qui permettent de projeter la vocation des espaces à moyen et long terme, dans les 15-20 ans, dans une ville. Parce que souvent on pense que dans la ville, tout est habitation. Non. Pour qu'une ville soit fonctionnelle, il faut que l'ensemble des fonctions soient remplies. Il y a une fonction habitation, il y a une fonction commerce, il y a une fonction santé, il y a une fonction mobilité urbaine, etc., etc. Donc que les différents espaces-là, on puisse faire des projections. Et Dieu merci pour nous, dans toutes les 12 chefs-lieux de région, on a un schéma. Ça veut dire que la question des zones industrielles là ne se pose pas. C'est déjà planifié. Maintenant, le problème qui se pose, c'est de pouvoir zonifier. La zonification, c'est quoi? C'est de pouvoir matérialiser ces différents espaces-là par des grosses bornes, de manière à ce que des phénomènes comme l'habitat spontané ne puissent pas s'y installer. Je prends une ville comme Tenkodogo, il y a déjà une zone qui est destinée à toutes les activités économiques, activités diverses et industrielles. Donc, dans chaque chef-lieu de région, il existe cet outil. Et Dieu merci, la Banque mondiale est en train de nous appuyer aujourd'hui pour que nous puissions faire cette zonification. À partir de cela, la deuxième étape, c'est après avoir délimité ces zones, pouvoir les aménager. Le président Diawara l'a dit tout de suite, il parlait de VRD. Les VRD, c'est quoi? Voirie et réseaux divers. Quand vous avez un espace, il faut l'aménager, il faut mettre les bornes, il faut diviser les zones en grandes parcelles pour ce qui est de l'industrie, mais aussi amener un certain nombre d'infrastructures. Il faut des routes bitumées, il faut l'adduction d'eau, il faut l'adduction d'électricité, il faut l'adduction du réseau Internet, etc., etc. C'est ce grand défi qui nous reste à réaliser pour pouvoir permettre d'avoir dans les 12 chefs-lieux de région des espaces dédiés aux activités industrielles. Le ministre du Commerce l'a dit, quand un industriel vient aujourd'hui, il cherche à investir. Où peut-il investir? Il n'y a que Ouagadougou et peut-être Bobo Dioulasso. Tout simplement parce que le foncier aménagé comportant tous ces équipements n'existe pas dans nos chefs-lieux de région. Je prends au hasard une ville comme Kaya. Une ville comme Kaya pourrait être la capitale du cuir. Toutes les industries à vocation de développement du cuir, on les fera à Kaya. On développe les infrastructures pour ça. Il a dit tout de suite, on pourrait installer des unités industrielles à Waïgouya pour le traitement de la transformation de la pomme de terre, de la tomate, etc., etc. Ce sont ces vocations-là qu'on doit travailler à renforcer en aménageant les instruments qui existent déjà. Les plans existent, il faut passer à la phase pratique. Ensuite, le deuxième problème que nous avons en matière d'industrialisation, vous prenez des zones industrielles comme Goungé. Vous regardez Goungé à Ouagadougou. Goungé n'a plus rien d'industriel. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'erreur de faire la pleine propriété. La pleine propriété, c'est quoi? C'est les titres fonciers. On a donné des titres fonciers aux gens. Dès que tu as un titre foncier, tu peux en disposer. C'est le summum de la propriété au Burkina. Tu peux faire ce que tu veux dedans. Donc, vous allez à Goungé aujourd'hui,
vous avez des écoles, des lycées, des compagnies de transport, etc., etc. Vous avez tout sauf de l'industrie. Voilà. Kosodo, on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est le même schéma qui a continué à Kosodo. Alors que le problème de l'industrie, là, l'industrie est cyclique. Quand on prend une zone industrielle, là, ce n'est pas pour la faire après en zone d'habitation. Voilà. Je prends l'industrie du cycle à Bobo ici. L'industrie du cycle a fait long feu, mais c'est une industrie qui ne prospère plus aujourd'hui. Donc la CIFA, je crois, c'est CIFA, ou, voilà, a dû fermer parce que le vélo ne rapporte plus. Donc ce qu'il faut faire pour les zones industrielles, ce n'est pas des titres fonciers, c'est des baux amphithéotiques. Le bail amphithéotique, c'est quoi? C'est l'État qui vous donne presque les mêmes droits qu'un titre foncier, mais sur, je crois, 18 ans et 99 ans maximum. Comme ça, vous commencez votre industrie. Si au bout d'un certain temps, cette activité ne prospère plus, l'État récupère le terrain pour le passer à un autre type d'industrie. Voilà, c'est avec le ministère du Commerce, nous nous sommes entendus sur ça. Il n'y aura plus de titres fonciers en zone industrielle. Il n'y aura que des baux amphithéotiques. Comme ça, au fur et à mesure de l'avancée de l'économie, s'il y a de nouveaux types d'industries qui se développent, on a du terrain, on a de l'espace pour que ces zones-là puissent se développer, et ces activités puissent se développer. Ça fait qu'une zone industrielle, là, on va la garder et progressivement, de nouvelles activités vont remplacer les anciennes activités. Donc, je voudrais, pour ce qui est des zones industrielles, nous sommes en parfaite symbiose et en intelligence avec le ministère du Commerce et de l'Industrie pour que tout ce schéma puisse se dérouler. Voilà. Maintenant, il y a les questions annexes de promotion immobilière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans la promotion immobilière parce qu'un certain nombre de textes permettent l'acquisition de terres, la loi sur le foncier rural, etc., l'ARAF, qui permettent l'acquisition de terres. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans une ville, là, tout ne peut pas être habitation. C'est comme je l'ai dit précédemment. Dans le cadre des schémas directeurs, il y a des vocations de zones. Ça, c'est pour l'habitation, ça, c'est pour le commerce, etc. Je prends l'exemple de la ville de Ouagadougou. Vous voyez tous les problèmes de circulation qu'on a dans la ville de Ouagadougou, parce que toutes les rues sont marchandes, toutes sortes d'activités se développent anarchiquement. Et ça, je fais appel aux collectivités locales, les municipalités, qui ont un rôle à jouer dans la police et dans la discipline de l'occupation des espaces dans nos villes. Donc, pour ce qui est de la promotion immobilière, nous avons entrepris un vaste contrôle. Je crois que les promoteurs doivent être au courant, à Ouagadougou comme à Bobo. Et je peux vous affirmer que plus de 90% des activités qu'on a faites à Ouagadougou et à Bobo, là, les gens n'ont aucun papier. C'est ça la triste réalité. Voilà. Les gens sont basés sur des trucs, les gens ont triché, et comme quelqu'un l'a dit ici, bon, c'est un des grands défauts que nous devons corriger au Burkina. Les gens aiment tricher sur tout. Voilà. Vous allez pour acheter une parcelle, il n'y a aucun document, il n'y a rien, vous prenez quand même. Après ça, vous venez vous plaindre qu'on vous a roulé. Vous-même, vous êtes acteur de votre roulement. Voilà. Bon, donc, il y a eu beaucoup de zones comme ça qui ont été parcellées et distribuées et vendues sans aucune autorisation. Voilà pourquoi je dis, je regarde droit dans les yeux les gens sur la question de la promotion immobilière. On ne se reproche rien au niveau du gouvernement. Voilà. Les gens ont triché, on a fait le contrôle, et bien, bon, on va s'assumer. Okay. Voilà, c'est clair, c'est net. Monsieur le ministre. Voilà, merci beaucoup. Je voulais dire au ministre que ce n'est pas la bagarre. Bien. Monsieur le ministre de la Jeunesse, vous n'avez pas de questions. Bon, je vais passer aux finances. Bon, le ministre des Finances, on lui demande d'exonérer tout le monde. En tout cas, je serais le premier à être content si on enlevait la TVA sur l'eau, l'électricité, le téléphone et puis les taxes qu'on paye sur ceci ou cela. Comme ça, tout le monde sera tranquille. Alors, je vous passe la parole pour donner des éléments de réponse.
Merci, Excellence. Avec votre permission, je voudrais répondre à une partie de la question et demander votre indulgence pour que un des directeurs généraux qui est là puisse compléter la contribution du MINEFID. Merci. Je voudrais en tout cas, en votre nom, aussi saluer les acteurs du secteur privé qui sont des partenaires clés du MINEFID et dire que toutes les préoccupations qui ont été posées pour ce qui concerne notre secteur a été donc enregistrées, notées et on essaiera en tout cas d'apporter les clarifications nécessaires et aussi les solutions pour que tout aille. Et je voudrais simplement, pour ce qui concerne la question donc, de l'annulation des crédits qui a été posée par le secteur des BTP, relever en tout cas le contexte de contraintes budgétaires difficiles que nous sommes en train donc, de traverser. Donc un contexte qui est fortement tributaire donc, du défi sécuritaire que nous vivons. Vous en êtes tous témoins et qui nous amène à faire plus de 30% donc, de notre budget total comme contribution pour pouvoir en tout cas soutenir l'effort donc, de guerre. Je veux aussi relever que ces crédits qui ont été annulés au niveau des ministères, c'est surtout à cause donc, de ces différentes régulations qui ont été faites. Et donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que cela est fait. Donc, la seconde question se rapportait à la question de la sécurité des investissements, la sécurité des entreprises qui évoluent dans ce contexte dont je viens de parler. Nous avons tenu un conseil d'orientation sur le programme d'urgence pour le Sahel où nous avons relevé la question donc, de la nécessité de mettre les entreprises qui évoluent sur le territoire national, notamment dans les zones en crise, de les mettre en tout cas en sécurité. Et instruction a été faite donc de pouvoir mettre en place un plan avec les FDS pour pouvoir en tout cas sécuriser non seulement les acteurs, les entrepreneurs, mais aussi les investissements qui sont faits donc, sur le territoire. Je veux aussi relever le fait qu'en plus de toutes les réformes dont le ministre du Commerce a fait cas ce matin, nous travaillons aussi dans l'approfondissement au niveau du ministère des Finances des réformes pour pouvoir aboutir en tout cas à une totale dématérialisation des procédures, que ce soit au niveau donc, de la douane, au niveau des impôts et au niveau donc, du Trésor, pour pouvoir aussi permettre aux acteurs que vous êtes de pouvoir ne plus être tributaires donc d'éléments manuels ou factuels qui peut en tout cas venir bloquer l'exercice donc de vos activités. Alors, donc, je voudrais citer, en plus de ce que le directeur général viendra dire, que nous sommes aussi en train de travailler sur une stratégie donc, au niveau des passations des marchés, notamment pour ce qui concerne les zones fragiles. Parce que nous ne pouvons pas traiter de la même manière que sur des terrains normaux où il n'y a pas le risque d'insécurité. Donc, voir comment est-ce que nous allons permettre de pouvoir délivrer les activités dans le temps et aussi de ne pas faire entorse donc, à la déontologie des finances publiques. Alors, pour la question des exonérations, je voudrais en tout cas dire que de manière globale et avec une vue un peu plus élevée, nous sommes confrontés en tout cas à tous les secteurs qui demandent des exos, des allègements de pression fiscale et tout. Rien que le secteur, le monsieur des agences de gardiennage, il demande l'allègement de la pression fiscale, il demande les exonérations et tout ça. Et par le même biais, nous sommes encore en train de lutter contre la concurrence déloyale. Bon, donc c'est tous des éléments sur lesquels donc, nous allons travailler. Le DGI pourra en dire plus pour pouvoir en tout cas apporter le soulagement dont vous avez besoin pour pouvoir mener sereinement vos activités. N'empêche qu'au niveau donc, du code des investissements, du code agro-silvo-pastoral et du code des impôts, il y a un certain nombre d'exonérations et d'incitations fiscales qui sont déjà présentées pour pouvoir alléger donc, le secteur privé et d'autres acteurs. Voilà ce que je pouvais dire à l'entame et si vous le permettez, je vais demander à DGI de venir compléter. Merci, Madame le ministre, Excellence. Donc, avec votre permission, je voudrais compléter ce que Madame le ministre a dit. Bon, effectivement,
quand on écoute l'assistance, tout le monde veut l'exonération. Voilà. Bon, or, vous savez que nous sommes dans un pays qui fonctionne sur la base donc, de 70%, 70% des recettes, enfin des ressources de l'État sont constituées essentiellement donc, de la fiscalité. Alors, donc si on devrait exonérer à tout vent, eh bien, l'État se trouverait donc en banqueroute. Aujourd'hui, plus que jamais, en tout cas, l'État a besoin de recettes pour faire face, en tout cas aux défis sécuritaires qui se présentent donc à tout le monde. En tant que directeur général des impôts, je voudrais en tout cas demander aux uns et aux autres de faire un effort. C'est vrai, l'impôt ne se paye pas facilement, mais nous sommes quand même dans une situation assez difficile et il faudra en tout cas faire des efforts donc, dans ce sens-là. Alors, ça c'était une observation. Deuxième observation, il faut se dire que nous sommes dans un contexte sous-régional. Le Burkina Faso a pris des engagements dans le cadre donc, de l'UEMOA, de la CEDEAO. Et il y a, à travers donc, ces organisations-là, un processus d'harmonisation des fiscalités, des législations de façon générale. De sorte que le Burkina ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein. Et nous avons d'ailleurs été épinglés par un certain nombre donc, de pays parce que nous avons instauré donc, des mesures de faveur à l'endroit donc, de nos opérateurs économiques. Et donc les questions qui sont posées vraiment doivent être prises. Il faudra donc analyser sérieusement avant donc de prendre les décisions qui s'imposent. Alors au niveau de la DGI, nous avons reçu trois questions. Donc une question relative donc au régime fiscal des distributeurs d'intrants agricoles. Et une question relative donc à l'allègement de la pression fiscale sur les entreprises de gardiennage et l'exonération de la TVA sur les équipements de protection et de défense. Bien, ces deux questions-là peuvent être mises ensemble pour une réponse commune. Et une troisième question relative donc à la déductibilité des droits d'enregistrement. Alors, pour les deux premières questions, nous avons noté la préoccupation. Il s'agit donc d'un régime spécial d'exonération. Comme les intervenants d'ailleurs l'ont dit, il faudra donc des études, il faut qu'on fasse des études donc, pour pouvoir donc se prononcer. Hein? Alors, donc, il faudra, nous allons noter et puis mettre en place donc des commissions de réflexion pour voir qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à notre législation nationale sans être en porte-à-faux avec donc la législation internationale, notamment communautaire. Hein? Alors, pour l'enregistrement, bon, je voudrais signifier donc à l'intervenant que les droits d'enregistrement de 3% sont déductibles. Ce sont des charges donc déductibles. Donc, en réalité, l'entreprise paye et maintenant, au niveau donc pour établir son résultat, le montant de l'impôt intervient donc comme une charge. Donc, in fine, ça n'a pas un impact en tant que tel. Au niveau de la douane,
il y a deux préoccupations, notamment, qu'on peut également synthétiser en une seule préoccupation, à savoir les tracasseries douanières. Voilà. Effectivement, il y a la législation douanière qui dit que quand vous détenez une marchandise, vous devez pouvoir faire la preuve. La preuve donc de l'origine, la preuve de la régularité donc de la détention. Et donc, l'administration douanière, les agents des douanes sont habilités au terme de la loi, effectivement, de vérifier à tous les niveaux sur l'ensemble du territoire, donc, en fait, la régularité donc de la détention de la marchandise. Alors, c'est ainsi que, par exemple, si vous avez importé, il y a le bulletin de liquidation, il y a en fait un ensemble donc, de pièces qui prouvent que vous avez importé la marchandise. Si vous l'avez acheté sur le marché local également, il y a les factures d'achat qui sont là pour prouver que, effectivement, vous avez régulièrement acquis cette marchandise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un sérieux problème donc, de fraude. Et les opérateurs économiques le disent, le ministre du Commerce lui-même l'a dit ici, qu'il fallait donc engager une lutte résolue contre la fraude, afin donc de promouvoir les commerçants honnêtes. Et donc, la douane est en train donc de faire son travail, justement au bénéfice des commerçants honnêtes. Et cette situation d'ailleurs a créé une préoccupation au niveau donc, de la douane, à tel enseigne que le DG de la douane a fait une note à l'endroit donc des différents directeurs régionaux, etc., pour leur dire justement que si un tel cas se présentait, de remonter donc l'information. Donc le directeur général des douanes suit avec attention cette question-là. Voilà, Monsieur le Premier ministre, ce que j'avais à dire comme ajout. Merci. On va terminer par le ministre du Commerce qui va donner quelques éléments d'information. Mais je pense que vous auriez compris, allez-y, je pense que vous auriez compris ce que le directeur général des impôts a dit. Si vous voulez qu'on vous aide, il faut que nous nous aidions nous-mêmes. Parce qu'il y a tellement de trafic, on s'arrange toujours entre petits copains, on va prendre des produits en fraude, refiler à quelqu'un d'autre, et puis après on va dire qu'il y a des tracasseries douanières dans la ville. Donc il faut que nous acceptions de jouer le jeu et d'être, pour ce qui concerne la lutte contre la fraude, d'être les premiers éléments de la brigade mobile de lutte contre la fraude. Nous devons nous-mêmes nous engager dans ça. Si on ne s'engage pas dans ça et qu'on pense que c'est l'État qui va résoudre les problèmes, je crois qu'on aura perdu le temps parce qu'il y aura toujours des gens quelque part qui vont se croire plus malins que tout le monde, qui vont faire des fausses factures, des faux papiers, et puis après quand on va les arriver, on dit oui, mais la douane est en train de nous faire des tracasseries. Donc il faut qu'on arrête également ces genres de pratiques-là qui ne rendent pas service ni à l'État, ni à notre système commercial, ni au secteur privé que vous représentez. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Excellence. Excellence, comme vous le constatez, votre gouvernement ne regorge que désormais que des ministres révolutionnaires, à l'image donc de mes deux grands frères qui sont passés ici, et de la ministre Minefid. Bon, donc maintenant là, on est embarqué. Je voulais dire que sur la fiscalité, régulièrement, effectivement, le ministère est interpellé par les acteurs donc, du privé. Mais la réponse qu'il faut retenir ici, c'est que une étude est en cours au ministère donc, des Finances. C'est une recommandation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, lors de la réunion du comité de pilotage, du cadre de concertation la dernière fois. Et il a instruit le ministère des Finances de travailler sur des propositions sur l'ensemble donc, de ces préoccupations.
Nous allons nous donner des moyens pour qu'à la prochaine réunion Excellence, vous puissiez avoir le document pour pouvoir donc trancher sur la question. Donc pour répondre globalement à tous ceux qui nous ont transmis les éléments, ça rentre dans ce cadre de l'instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et on devrait avoir des réponses définitives. Mais en même temps, c'est le lieu de demander aux acteurs donc, du privé, et très souvent ce qu'on entend un peu partout, il ne faut pas que nous on se promène un peu partout pour faire de la mendicité, hein, de pouvoir financer le développement de notre pays. C'est ce qu'on nous reproche souvent. Mais si on ne veut pas faire ça, si on veut parler donc du côté endogène des ressources, il faut aussi que nous payions les impôts. Il faut que nous payions les taxes. Il faut élargir donc la base des impôts. Si on ne fait pas ça, il n'y a pas d'indépendance de la politique économique, il n'y a pas d'indépendance pour pouvoir investir. Donc à chaque fois qu'on demande des choses, il faut regarder aussi ce qu'il faut pour faire cette chose. À mon avis, la seule préoccupation devrait être que nous nous rassurions que les ressources sont bien utilisées. Ça devrait être la préoccupation des Burkinabés. Donc on devrait payer plus d'impôts et puis se rassurer que les ressources sont bien utilisées. Comme ça, nous allons tirer le pays vers le haut. Et je demande d'applaudir le fait qu'il faut payer plus d'impôts. Bon, des applaudissements forcés, mais c'est comme ça. Alors, donc, concernant la préoccupation des marketeurs relative aux avantages accordés à Sodigaz, je vais rassurer les uns et les autres que la Commission nationale de la concurrence a tranché cette question-là et que désormais, tous ceux qui sont dans le domaine sont en train de bénéficier des mêmes avantages. Donc le problème, il est vieux comme le monde, mais le problème, il est réglé. Il n'y a pas de marketeur en particulier qui paye à l'avance. Tout le monde au niveau de la Sonabi, clairement, se comporte donc de la même manière. Donc ce n'est plus une préoccupation en tant que telle, c'est quelque chose sur lequel on travaille effectivement non pour uniformiser, il n'y a vraiment pas de problème. Donc ce sont des questions que vous posez, sur le terrain ce n'est plus le cas. Sur la question de l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap dans le secteur de l'artisanat, en tout cas vous rassurez que la stratégie actuellement d'intervention dans le domaine nous permet de couvrir à la fois tout le monde, jeunes, femmes, personnes vivant avec un handicap. Et leur prise en compte d'ailleurs dans tout ce que nous faisons est exigée très souvent par les PTF et nous sommes donc obligés donc de faire cela sans trier les uns et les autres. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il faut regarder au niveau donc de la mobilité, faire encore des efforts pour que vous puissiez donc bénéficier davantage. Et puis, quand vous regardez le projet d'appui à l'artisanat, on a eu des personnes donc vivant avec un handicap qui ont été formées, qui ont bénéficié en tout cas donc de participation dans les foires et salons. Et en tout cas, on n'a pas trié. Et on devrait pouvoir continuer dans ce sens. Et pour que nous puissions vous prendre encore davantage, j'invite donc les uns et les autres à s'inscrire donc dans le registre des métiers. Vous savez, la chambre des métiers a ce qu'on appelle le registre des métiers. Avec la chambre donc, si vous approchez que vous êtes sur le registre des métiers, c'est avec vous que nous allons pouvoir travailler. Vous savez, je disais ce matin que nous allons prendre un décret pour faire donc la chambre des métiers un maître d'ouvrage délégué. De telle sorte que, comme les marchés qu'on passe dans le domaine, souvent on exige souvent beaucoup de papiers, que vous n'ayez plus besoin donc d'avoir ces papiers. Comme vous avez la carte professionnelle, en tout cas donc d'artisan, ça va être la chambre des métiers avec laquelle on va passer la commande. Et elle maintenant, elle va repartir les travaux avec vous. Maintenant, vous n'avez pas besoin chacun d'avoir effectivement donc de nombreux papiers effectivement qui vaut la carte de métier suffira. L'exemple patent est simple. Lorsque nous avons lancé le projet 5000 métiers à tisser, nous avons passé commande avec la chambre des métiers. Et c'est la chambre des métiers qui a choisi ceux qui fabriquaient les métiers à tisser. Et entre vous, dans la même structure, il n'y a pas besoin de grands papiers. Il y a besoin de se rassurer que vous êtes capable donc de fabriquer et d'être payé. Donc, et ça, l'ARCOP vient de valider effectivement la possibilité d'aller dans ce sens et nous allons y travailler. Mais il faut que vous soyez enregistrés dans la base de données donc, des artisans. Et les artisans, ça va un peu partout, jusqu'aux mécaniciens, jusqu'à ceux qui sont donc, font des métiers de réparation un peu divers. C'est tout ça les artisans. Les artisans, ce n'est pas seulement ceux qui sont donc dans les pots et cuirs. Les artisans, c'est à peu près 200 corps de métier. En ce qui concerne donc la poursuite de signature de protocole d'accord entre la SN Sosuco et les distributeurs et importateurs du sucre, je vais rassurer les uns et les autres que nous allons effectivement donc poursuivre donc cette signature de convention-là avec les acteurs. Toutefois, il est bon de noter qu'à partir donc de cette année et la production qui vient, le protocole ne sera signé qu'avec ceux qui participent à l'enlèvement du sucre. C'est terminé le moment où on ouvre à tout le monde, à tout vent. Les gens s'inscrivent sur la liste 30, 40, 50 et on se retrouve en fin d'exercice et ils n'enlèvent pas un seul carreau de sucre. C'est un plaisir de venir. Nous avons accepté cela pour ne pas qu'on nous accuse donc de faire du monopole. Mais vous ne pouvez pas aller à Banfoura en avril dernier, vous asseoir avec tout le monde. Et on dit il y a 23 000 tonnes de sucre, les gens se sont partagés chacun 1400 tonnes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont disparu.
Ce sont les mêmes qui sont obligés donc de prendre. Et ils se sont engagés la fois dernière sur 1090 tonnes chacun. On a dit d'ici mi-novembre. Mais si d'ici mi-novembre, ces personnes ne viennent pas enlever le sucre, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut même pas continuer à bloquer le sucre là parce que quelqu'un s'est engagé sur papier. Le prochain protocole sera signé uniquement avec ceux qui ont participé à l'effort en 2019. Vous pourrez appeler ça du monopole, nous assumons. Ensuite, en ce qui concerne la SN-Sosico en lui-même, parce qu'il y a un effort à faire de part et d'autre. Il y a le fait qu'il faut impérativement que la SN-Sosico aussi continue donc les investissements. Vous savez, j'ai pris un petit café la fois dernière, hier matin, les sachets de sucre là, les petits sachets, les stickers, Made in Mali. Si c'est fait en Europe, on dirait non, ça vient de chez les Blancs. C'est fait ici, chez notre voisin. Il faut que la SN-Sosico investisse davantage. Les mesures d'accompagnement que le gouvernement fait doivent amener la SN-Sosico aussi à investir davantage en diversifiant ses produits, en permettant aux gens d'aller. Et à ce niveau, je veux rassurer donc les commerçants importateurs que nous avons convenu avec la SN-Sosico qu'il n'y ait plus de vente au détail en direction effectivement donc des autres personnes. Mais il va falloir que lorsque vous prenez les engagements en disant que vous enlevez le sucre au bout de 3 ou 4 mois, que vous les enleviez. Parce que si vous n'enlevez pas, la SN-Sosico aura besoin de fonds de roulement, il sera obligé donc de vendre. Donc vous savez, à chaque fois, il faut trouver donc l'équilibre pour permettre donc de continuer donc à faire les choses. Et le troisième équilibre à trouver, c'est faire en sorte que l'ensemble des mesures que nous prenons ne viennent pas augmenter les prix des produits sur le terrain. Parce que si à la fin de la journée, nous vendons plus cher, le consommateur final, il va finir par se plaindre, parce que là aussi, c'est nous qui avons fixé le paquet de sucre à 750 francs. Donc il y a 3 acteurs. Il y a les industriels, il y a les commerçants, mais il y a le consommateur. Il faut tenir compte donc des intérêts des 3 catégories. Bon, je ne voudrais pas vous demander de faire un mariage à 3, parce que déjà le mariage à 2, ça suffit largement. Et puis, s'agissant de la délivrance donc des AIC aux seuls importateurs du sucre, effectivement respecter ce que j'ai dit, nous allons effectivement donc faire cela. La suggestion d'instituer donc des rencontres ministérielles avec les acteurs du secteur privé. Son Excellence l'avait dit tout à l'heure, il y a déjà les rencontres régionales avec les régions et les gouverneurs sont totalement satisfaits, ce qu'a dit le gouverneur donc ce matin. Il y a eu les rencontres sectorielles et ça se passe très bien. Maintenant, il faut noter qu'entre différentes rencontres, une fêtière a le droit d'avoir une audience avec son ministre de tutelle pour discuter aussi des questions spécifiques. C'est pas parce qu'il y a les rencontres là, et ça aussi sont des rencontres, c'est du dialogue entre les acteurs et puis le secteur privé. Pour ma part, vous pourrez noter que en 2018, j'ai reçu à peu près 700 demandes de rendez-vous, j'ai satisfait à peu près 550 demandes de rendez-vous. Ce sont les statistiques de mon protocole et c'est vérifié. Donc vous pourrez voir effectivement donc, que nous sommes à même donc, de recevoir les gens, on fait beaucoup d'audiences. Il y en a qui viennent plusieurs fois, il y en a qui viennent une fois qui ne reviennent pas, mais en tout cas on fait beaucoup d'audiences. Même si souvent on dit souvent les ministres ne sont pas disponibles. Mais bon, en fait ils sont disponibles à la limite des réponses qu'ils peuvent accorder. Sur la question de la lutte contre la fraude, nous avons engagé les réformes comme je l'avais dit, mais nous allons continuer à intensifier. Mais excellent, sur ce point de la fraude, il est bon que nous puissions définitivement, après cette rencontre-là, que chacun assume. Lorsque le CIDEF a intervenu, ou bien c'est le GPI, ils ont indiqué que le secteur privé est disponible pour nous doter donc d'équipements, ce que nous avons demandé. Et je pense qu'en off, je ne vais pas trahir une discussion entre un petit frère et son grand frère, notamment le président de la Chambre de commerce, mais je veux vous rassurer qu'ils ont dit que dans la mesure de leurs possibilités, l'ensemble des groupements vont doter le ministère donc de véhicules supplémentaires. Donc voilà un geste donc, du secteur privé qui s'organise pour nous accompagner. Voilà un engagement donc, des commerçants sérieux qui s'engagent pour nous accompagner. Mais il reste une catégorie de personnes qui sont contre l'évolution normale des choses. C'est-à-dire ce qu'on appelle la marche radieuse donc, du commerce ou du peuple. Eux, ils veulent toujours continuer à faire la fraude. Mais de la même manière qu'on dit, lorsqu'il y a un fraudeur, c'est qu'il y a un corrupteur, c'est qu'il y a un corrompu. Excellence, je souhaite qu'en toute sincérité, nous puissions extirper du rang des commerçants, mais aussi des fonctionnaires, tous les fraudeurs. Parce que c'est essentiel dans la façon donc de faire. Lorsque nous demandons à nos services d'aller sur le terrain pour contrôler les uns et les autres, nous leur rappelons à chaque fois qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il ne faut pas faire des contraventions qui n'ont pas de pièces. Il ne faut pas prendre de l'argent où il n'y a pas de documents. Il ne faut pas racketter les uns et les autres.
Si on le dit, c'est parce que par le passé, il y a eu des gens qui sont comportés donc de cette sorte. C'est la même manière qu'on dirait aussi au niveau donc de la douane, Excellence. Il est bon que nous arrêtons un certain nombre de pratiques. Il faut réellement que les camions passent devant les scanners pour que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut que définitivement les ASI, les autorités spéciales d'importer, il faut que ça devienne des éléments bloquants dans le fichier de dédouanement. Si vous n'avez pas l'ASI, vous ne pouvez pas dédouaner. Il faut que ce soit un élément bloquant. Et il faut définitivement que nous arrêtions les dédouanements au forfait. Parce que Minefid a besoin d'argent. Il faut qu'on arrête les dédouanements au forfait et passer au dédouanement à l'article définitivement. Si on n'est pas capable de faire ça, de part et d'autre, ça va être très difficile. La marge de manœuvre est énorme pour pouvoir développer notre pays. Donc j'invite aussi que nous puissions extraire de nos rangs les fonctionnaires qui ne sont pas sérieux, comme les commerçants qui ne sont pas sérieux. Et puis après, Excellence, on peut les emmener dans d'autres pays. Enfin, s'agissant donc des statistiques, sur le sésame donc et l'ANACAD, vous avez vu lorsque le consultant a exposé ici, il est revenu donc sur des statistiques qui l'ont amené à faire les classements, un classement A, B ou tout ça. Nous allons améliorer les statistiques pour sortir d'autres types de classements, pour aller dans d'autres catégories au regard donc des données nouvelles. Et c'est pour cela que je veux rassurer les uns et les autres qui étaient un peu inquiets si nous irons aller transformer notre ANACAD ou notre sésame ailleurs, que les chiffres ont évolué. En 2018, nous avons, au niveau donc du sésame, la production était donc de 253 000 tonnes, avec une exportation évaluée à 462 millions. Donc nous ne sommes pas à 100, nous sommes à 253 000 tonnes déjà en 2018. Ça c'est un exemple clair. Quand vous prenez la production d'Anacal en 2018, nous ne sommes pas à 30 000 tonnes. Non, nous sommes à 120 000 tonnes, avec une exportation de 3 643 579 francs. Et je vous explique pourquoi est-ce qu'on a ce chiffre. Vous savez, on a instauré le prélèvement de 35 francs sur la tonne exportée pour pouvoir financer la filière. Donc, et c'est au niveau du ministère du Commerce. Donc, nous avons des chiffres exacts, parce que ce que j'annonce ici, je dois pouvoir le retrouver aussi dans la caisse, au trésor, la somme prévue pour financer la filière. Nous avons, en 2018, 3 600 et quelques en termes donc de recettes sur les prélèvements de 35 francs. Donc, ça correspond exactement à la quantité de tonnage exporté. Et en 2019, déjà, on n'a pas encore bouclé, on a réduit donc le montant donc, du prélèvement à 25 francs. Nous sommes déjà à 2 milliards et quelques en 2019. Donc sur la base du prélèvement, et c'est en même temps un message qui veut donner d'autres filières, nous n'avons pas eu besoin du FMI, de la Banque mondiale et tout le reste. Nous disposons par le seul acte de prélèvement 5 milliards 500 pour financer la filière ANACAD. Et c'est là qui pose la question donc, de nos recettes endogènes, notre capacité à trouver des recettes dans la filière pour financer la filière sans continuer à attendre donc, la main un peu partout. C'est possible, mais il a fallu que les commerçants exportateurs jouent le jeu avec les producteurs et les transformateurs pour le prélèvement de 35 francs. Donc les Burkinabés, on est capable de trouver de l'argent dans ce pays pour financer le développement, mais il va falloir que tout le monde joue le jeu. Et c'est l'occasion de dire aux autres filières porteuses que la loi que nous préparons sur le prélèvement arrive. Et que cette loi-là, nous allons pouvoir effectivement prélever partout. Et nous fondons l'espoir que d'ici 2023, dans le cadre de l'industrialisation, nous sommes capables, à travers les filières même, de mobiliser une trentaine de milliards pour financer les filières, sans avoir besoin d'emprunts et de la Banque mondiale et du FMI. Parce qu'on ne peut pas continuer à critiquer toutes ces structures-là, sinon on n'apporte pas des réponses endogènes. Hein. Parce que c'est trop facile. Mais il faut serrer la ceinture. Application donc des textes de commerce. Alors, Excellence, avec votre appui et avec ce qui a été dit ici, si depuis on n'a pas commencé à atteindre un certain nombre de secteurs pour effectivement donc mettre fin au commerce de détail, au commerce de gros, mais c'est à la demande des fêtières. Vous avez dit, monsieur le ministre, à partir du moment où on vient de prendre les textes, c'est bon qu'on sensibilise les gens. On a organisé la sensibilisation dans beaucoup de réunions, à la Chambre de commerce, au CBC, un peu partout dans les régions, pour que les gens soient au courant des textes. Parce que ce qui nous est reproché souvent, c'est qu'on n'est même pas au courant du texte. Vous prenez les arrêtés, les décrets, on n'a même pas informé, et puis un matin, vous souhaitez qu'on les applique. Excellent, vous avez bien entendu. Tout le monde dit qu'ils sont au courant, qu'il est au courant des textes maintenant. Et les commerçants nous ont demandé d'appliquer. C'est ce qu'a dit Anakombe, non? Vous voulez maintenant qu'on passe sur le terrain pour appliquer les textes. Est-ce que les commerçants peuvent confirmer cela?
Bon, nous on n'aime que ça. Donc, vous allez trouver la brigade mobile sur le terrain pour appliquer ces textes avec la dernière rigueur. Donc, si quelqu'un vient faire une conférence de presse pour dire qu'on est en train de faire cela, mais ça a été adopté à l'unanimité ici, le commerce de détail et de gros, nous allons veiller à ce que les écritures soient mis. Et régulièrement, je dis et j'insiste, ça va se faire. Mais il va falloir que ceux qui sont dans les détails, commerce de détail, qui disent qu'il ne faut pas qu'il y ait le commerce de gros, il faut que vous nous aidiez. Parce que très souvent, c'est vous aussi qui êtes les coxeurs et les passeurs des gars du commerce de gros où se met le même désordre dans le secteur. C'est exactement la même chose pour les achats Borchamp. Régulièrement, il nous est dit, Monsieur le ministre, pourquoi est-ce qu'on laisse d'autres pays venir chez nous, venir faire les achats Borchamp? Qu'on laisse des gens venir donc de l'Occident, si vous voulez, de l'Orient, venir faire des achats Borchamp. Vous avez déjà vu des gens de ce type-là dans nos champs? Ils ne sont pas dans nos champs. Excellence, figurez-vous que ce sont des Toé, des Ki, ce sont les Samo qui les accompagnent dans les champs. C'est des Burkinabés. Bon, excellent, tant que ça reste des Samo qui les accompagnent, ce n'est pas un problème. Mais il y a des gens normaux, c'est-à-dire des Kaboé, des Ouedraoui qui participent à ça. Et ça, ce n'est pas normal. Et il faut que nos frères arrêtent, effectivement, donc, d'être les passeurs, d'être les coxeurs qui accompagnent les gens pour faire cela. Parce que je vous dis qu'avec l'ensemble d'organisations qu'on est en train de faire, avec la douane, avec l'ensemble des structures, ce sont des choses qui ne vont plus se faire. L'année dernière, si vous vous rappelez, en 2018, des gens ont tenté de faire sortir l'ANACAD. Nous avons fait arrêter au moins 60 camions des gens qui voulaient sortir de l'ANACAD. Mais on nous a téléphoné pour dire que l'ANACAD là-bas pourri et qu'on ne peut pas permettre les gens. Mais les gens sont revenus payer. Mais c'était organisé par des camions de Burkinabé, des transitaires burkinabés, des coxers burkinabés. Et je précise que ça se passe à Bobo. Et il y a aussi des Sanou et des Koné. Alors, donc il faut qu'on arrête effectivement à ce niveau. Au niveau donc des motos, des cycles, excellence. On le dit ici pour aller rapidement, les cycles. Vous avez plein de gens qui nous demandent des agréments, des exonérations parce qu'ils veulent faire des ateliers de montage de motos et de vélos. Avec la condition qu'il faut faire des soudures. Mais excellence, nous allons faire un contrôle bientôt. Plein de gens qui ont ces agréments-là n'ont pas d'atelier de montage après la visite. Ils ont l'agrément, ils se pointent à douane, ils commandent le matériel en disant que ce matériel sert donc à des clients qui veulent des montages. Ils vont aller faire les montages pour eux et ils le revendent. Mais comme ils ont un avantage supplémentaire au niveau donc, du prix moins cher, en fait, supposons qu'ils payent 24 000 alors qu'on doit payer normalement 50 000 francs lorsqu'on est importateur. Ils ont une différence effectivement qu'ils empochent. Donc lorsque vous allez voir le ministère du Commerce en train de tourner dans les ateliers pour les fermer un à un et supprimer cet agrément-là, ne soyez pas étonnés parce qu'il y a de la fraude à ce niveau-là. Et là aussi nous sommes en train d'arriver. J'annonce les couleurs pour que vous puissiez continuer à prier pour nous. C'est tout. Et puis, ça va être la même chose au niveau donc du transport mixte. Où finalement en haut vous avez des pneus et puis en bas vous avez des bidons d'huile. Ça aussi, ne soyez pas étonnés que si vous n'arrêtez pas, on sera obligé de fouiller les camions sur le corridor. Et sur les magasins, je vous dis dans les différents quartiers où il y a les magasins, mais c'est terminé, il y a un décret qui autorise maintenant le ministère du Commerce d'aller dans les magasins, dans les quartiers. La dernière fois, vous avez vu qu'on était à Kosodo et à Wayalguin. On a vu un magasin où il y avait 24 000 pneus, où il y avait pas mal de choses. Maintenant, nous allons aller tous les magasins. Maintenant, quand vous dénoncez, quand vous dites qu'il y a les magasins, appelez le numéro vert. Nous allons assainir le secteur définitivement. Enfin, sur les zones industrielles excellence, le ministre de l'Habitat l'a signalé. Non seulement nous allons faire les baux amphithéotiques, mais nous allons aménager les zones industrielles pour vendre des mètres carrés. Pour vendre des mètres carrés, pour louer des mètres carrés. Et la direction générale de l'industrie, il y a une étude qui va être faite en 2020 pour totalement la réformer. Parce que le ministère du Commerce ne peut pas continuer à garder les mêmes organes comme au temps où on n'avait que le ministère du Commerce qui gérait les sociétés d'État. Ce n'est pas possible. Le ministère du Commerce doit se conformer au changement. La direction générale de l'industrie, il y aura désormais une agence d'aménagement et de gestion des zones industrielles qui va se créer. Ça serait un EPE, je ne sais pas, mais elle devrait être capable d'aller emprunter 50 milliards, 100 milliards, comme la Sonature, comme ce GECI, pour aménager donc des zones. Si on vend des parcelles pour les maisons, on devrait pouvoir en disposer pour les zones industrielles. Et en même temps, nous allons aller dans une logique où il y aura une loi
sur l'industrialisation comme la loi sur la promotion immobilière. Et là, les gens sont déjà en conclave, on va arriver à ce niveau. Il y aura des réformes, mais souvent quand on fait les réformes dans l'administration excellence, ils se retrouvent souvent dit, aussi par souvent, les uns et les autres, qu'on veut changer les choses. Il va falloir que l'administration soit réceptive, les acteurs, les fonctionnaires soient réceptifs donc, aux réformes pour que nous puissions donc avancer. Enfin, Excellence, je voudrais donc, sur la qualité, rassurer les uns et les autres que la BNORM a réellement un projet pour un vrai laboratoire. Et nous avons commencé à approcher la Chambre de commerce qui est intéressée pour nous accompagner pour mettre en place un grand laboratoire où le secteur privé sera impliqué, aux côtés donc du laboratoire national de santé publique, pour que nous sortons définitivement des certificats provisoires qui permettent aux commerçants de finir de vendre son magasin de riz avant de venir prendre le certificat définitif. Et puis maintenant, si le riz n'est même pas de qualité, on ne sait pas. Et pour terminer vraiment sur le laboratoire de Ouagadougou, Excellence, un travail est fait. J'ai vu la question qui est posée. Nous avons pris un consultant qui a déposé ses études le mois passé. Le conseil d'administration donc, de la SOGEAO, le laboratoire s'est réuni. Des propositions ont été faites. Nous allons donc changer totalement le dispositif à ce niveau-là. Et nous avons en projet 9 abattoirs qui seront construits effectivement donc, au Burkina Faso. Et avec le ministère donc, de l'élevage qui a déjà commencé un abattoir à Kaya, un abattoir à... C'est un Ngoro s'est coupé là, le prochain abattoir. Et les ressources sont déjà disponibles. Et puis après, on discute avec des acteurs du secteur privé qui veulent en faire à Fada. Les 9 abattoirs vont se mettre en place. Et enfin, sur la filière bétail et viande, vous avez vu que son Excellence a inauguré une unité de peau et cuir. Peau et cuir à Surugubila. C'est pour répondre donc à ceux qui nous demandent comment est-ce qu'on règle la question des peaux et cuir. L'unité a été inaugurée, donc désormais c'est une question qui est définitivement donc réglée. Enfin, Excellence, je voudrais remercier les uns et les autres sur leur disponibilité, sur le fait que désormais on est complètement engagé à transformer structurellement notre économie, sur le fait que désormais les commerçants sont résolument engagés à accompagner le gouvernement pour mettre en œuvre l'ensemble des textes, sur le fait qu'il ne devrait plus avoir donc, des mouvements lorsqu'on décide donc de réformer, et sur le fait que nous sommes désormais main dans la main pour tirer le Burkina Faso vers le haut, pour faire du Burkina Faso un havre de paix, un pays développé, pas un pays émergent, un pays qui indique la voie comme l'a toujours fait par le passé, parce que l'arche de Noé est partie de Pilimpico. Bien, je vais remercier en votre nom à tous le ministre du Commerce et inviter mes beaux, les SAMO, à ne plus accompagner les gens, voilà, ne plus être les passeurs, les coxeurs qui contribuent à dériver les ressources de l'État vers l'extérieur. Alors voilà, nous avons épuisé les éléments de réponse. Nous n'avons pas répondu aux préoccupations des uns et des autres de façon particulière. On a essayé de ramasser. Mais ce qui est important, c'est que vous devez noter que nous avons pris bonne note des contributions qui ont été faites